La pratique politique requiert des qualités intellectuelles, des qualités morales, une culture politique, une culture générale. Elle requiert des qualités humaines. Mais l'une des choses que je veux faire observer aux gens, c'est que pour faire de la politique, il faut vraiment bénéficier d'une très bonne santé. Je commence par une petite anecdote, parce que j'ai quand même fait de la politique depuis plusieurs années maintenant. Et en particulier, depuis 2012, je l'ai faite comme conseiller politique d'une personnalité politique que vous connaissez, le président Guillaume Soro. Il était à l'époque président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion donc à ses côtés vraiment de m'immerger dans le monde politique comme conseiller. C'est là que j'ai découvert que, en fait, les hommes, les femmes politiques ont une vie physiquement difficile. Je vais vous donner 3 cas qui compliquent la vie des hommes et des femmes politiques. La journée d'un homme ou d'une femme politique ne correspond pas à la journée ordinaire. Parce que l'État, le pouvoir, sont une réalité que l'on veille 24 heures sur 24. Donc, l'homme et la femme politique ne peuvent pas biologiquement se régler sur la journée normale du citoyen ordinaire. La journée normale du citoyen ordinaire, elle peut commencer, mettons, entre 5h, 6h, 7h du matin, et puis elle s'achève vers minuit. La journée de l'homme politique est une journée infinie. C'est une journée sans bord, ce n'est pas une journée de 24 heures. Ce n'est pas une journée de 24 heures, c'est une journée permanente. L'homme ou la femme politique sont supposés ne dormir jamais. C'est-à-dire qu'ils doivent constamment avoir des collaborateurs qui sont au travail, y compris quand ils dorment. Donc la première chose que j'ai découverte, c'était l'élasticité de la journée politique. Cette élasticité de la journée politique va jouer sur le rythme biologique de l'homme ou de la femme politique. C'est qu'il ne dort pas toujours au moment où vous pensez qu'il va dormir. Il ne mange pas toujours au moment où tout le monde mange. Et parfois, quand il commence à manger, il ne finit pas. Et quand il commence à dormir, il ne finit pas de dormir. Oui, je tiens à vous rappeler que le rythme alimentaire de l'homme ou de la femme politique est profondément perturbé. Il a beau s'imposer des habitudes, les événements troublent les habitudes. Il commence à prendre un petit déjeuner et hop, il est urgent d'aller à l'aéroport accueillir une personnalité internationale dont l'avion, finalement, arrive plus tôt ou arrive plus tard, tombant sur l'heure pile du déjeuner. Le voilà parti. Et si vous êtes son conseiller, vous êtes parti avec lui. Donc en fait, le rythme biologique de l'homme ou de la femme politique sont essentiellement perturbés. Donc si vous faites de la politique, vous devez apprendre à dormir dès que vous avez l'opportunité de le faire. À manger dès que vous avez l'opportunité de le faire. Vous devez même apprendre, l'une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il faut toujours systématiquement faire ses besoins dès qu'il se signale. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après. Par exemple, vous allez vous retrouver dans une cérémonie officielle et il vous sera littéralement impossible de vous lever pendant l'audience pour dire « je m'en vais faire pipi ». Voilà pourquoi les hommes politiques, les femmes politiques sont extrêmement opérationnels. Un besoin physiologique doit être satisfait très rapidement. Dès qu'il se signale, il doit être satisfait. Le sommeil, il doit être pris dès qu'on en a la possibilité. Si on a sommeil et qu'on a la possibilité de dormir 1 heure, on dort 1 heure. Car on ne sait pas ce qui se passe à l'heure suivante. Ça va s'accélérer. Si on a la possibilité d'avoir une nuit de sommeil assez longue, ben on la prend. On ne s'amuse pas avec ça. Parce qu'on n'est pas certain d'avoir une nuit de sommeil complet le lendemain. Donc, la vie politique, en fait, elle exige une très bonne santé. Vous devez vous débrouiller pour bien vous reposer. Vous devez vous débrouiller pour bien vous nourrir. Vous devez vous débrouiller pour bien vous soigner. Parce que ça ne vous laisse pas. C'est une vie extrêmement accaparante. Enfin, j'ai observé ce que ça implique sur le plan humain, relationnel. Mais les êtres qui vous sont proches, c'est-à-dire
votre épouse, vos enfants, mais vous les voyez moins. La vie politique suppose en réalité un sevrage de vos relations de proximité. Vous êtes constamment, la plupart du temps, vous êtes immergé dans vos équipes en fonction des objectifs que vous avez à atteindre. Ça requiert, sur le plan relationnel, une patience incroyable. Dans une journée, vous pouvez avoir 30 audiences. Et à chacune des audiences, vous devez faire l'effort d'être présent à ceux qui vous parlent. Ça demande une capacité d'écoute anormalement élevée. Je vous dis que quand vous passerez du temps dans le milieu politique, vous serez d'abord physiquement épuisé. Les hommes politiques sont des gens qui sont extrêmement forts. Physiquement. Vous commencez une réunion politique avec les hommes d'État là. Vous commencez à parler à 1h du matin. Ils sont encore en forme à 6h pour vous parler. Vous tombez de vos chaises parce que vous n'êtes pas habitué. Quand vous n'êtes pas habitué là, vous tombez de vos chaises. Et à 7h, ils sont debout pour continuer. Donc la vie politique, vous avez ce côté que vous voyez, c'est le côté solennel, cérémoniel, mais ce que vous ne voyez pas sont les contraintes biologiques, les contraintes psychologiques, les contraintes sociales, les contraintes relationnelles et les contraintes sécuritaires de la vie de l'homme politique. Dès que vous devenez une personnalité politique, mais votre corps devient l'objet de la convoitise de vos ennemis politiques. Donc la question sécuritaire se pose pour vous en permanence. D'une certaine façon, vous ne vous appartenez plus. Physiquement parlant. Parce que ce sont ceux qui s'occupent de votre sécurité qui doivent prendre des initiatives pour anticiper sur les menaces qui pèsent sur vous. Vous êtes à leur disposition. Vous pensez qu'ils sont à votre disposition, c'est l'inverse. S'ils disent, on doit partir maintenant, vous devez partir. Parce que de toutes les façons, si vous ne partez pas, et qu'il vous arrive quelque chose, ce sera de votre faute. Donc, je vous fais ces observations-là, pour que vous compreniez que, maintenant que je vais vous parler de M. Moussa Mara, de sa dernière mésaventure à Paris, ce n'est pas parce que je me moquerais, c'est un opposant politique. Il a le droit de faire de la politique, c'est un citoyen malien. S'il veut être président du Mali, il a le droit de se battre pour cela. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Moussa Mara? Hier, je vous ai dit pourquoi je l'ai appelé le recteur de l'université de la langue de bois. Vous savez ce que je lui reproche à Moussa Mara? C'est le fait que c'est un menteur. Je ne lui reproche pas de vouloir être président du Mali. Moussa Mara est un citoyen malien. Il est un homme politique, ancien Premier ministre. Il veut être candidat à l'élection présidentielle du Mali. Ce n'est pas une faute. Nous ne devons pas nous attaquer à lui sous ce motif. Ce seraient des attaques illégitimes. Nous devons nous attaquer à un problème qu'incarne Moussa Mara. C'est le mensonge en politique. Dans l'émission d'hier, je vous ai amplement étudié les facettes du mensonge politique dont M. Moussa Mara est constitué et dont il est habitué. Je vous ai expliqué pourquoi je l'ai appelé le recteur de l'université de la langue de bois au Mali. Mais aujourd'hui, j'insiste sur le fait que je l'ai justement pris, nous l'avons pris dans un nouveau mensonge qui illustre parfaitement et qui renforce ce que je vous ai dit dans l'émission d'hier. Que nous a dit M. Moussa Mara à propos des événements survenus lors de sa visite au foyer africain à Vitry, sur Seine? Il nous a dit que des Maliens qui voulaient empêcher d'autres Maliens de venir à sa rencontre sont intervenus et que pour protéger ces autres Maliens qui étaient menacés par des Maliens, lui, Moussa Mara, a fait appel aux forces de police. Donc, ce qu'il nous a clairement dit, et c'est lors de son émission sur TV5, je voudrais que vous écoutiez. Il faudra que vous écoutiez. Je vais retrouver l'émission sur TV5. À la fin de cette émission, Moussa Mara nous donne sa version de ce qui s'est passé. Voilà, l'émission est là.
Au Mali, l'état-major... Une gouvernance, je dirais, vertueuse. D'instruction, maintenant, à qui revient le dossier, nous invitait à venir. Incident d'ailleurs qui explique que j'ai rejoint un peu tard le plateau. Contre notamment de la diaspora malienne, il y a eu un incident. Pouvez-vous nous en parler? Absolument, c'est ce incident d'ailleurs qui explique que j'ai rejoint un peu tard le plateau. C'est que je suis venu pour rencontrer les compatriotes dans un certain nombre de lieux de regroupement qui sont les foyers des Maliens. Nous en avons organisé 3 depuis 3 jours et nous avons organisé un grand meeting à la Bourse du Travail hier. Manifestement, la dernière rencontre qui devait avoir lieu aujourd'hui avait été préparée par un certain nombre de personnes qui sont venues perturber la rencontre et qui ont même voulu utiliser la violence physique contre les personnes qui venaient participer à cette rencontre. Donc, de manière tout à fait sage, nous avons souhaité arrêter le meeting et nous avons fait intervenir les forces de l'ordre pour que les Maliens, entre eux-mêmes, ceux qui assistaient à la meeting, qui représentaient de très loin la majorité, et les petits groupuscules qui étaient là pour le perturber. Nous avons voulu vraiment faire en sorte qu'ils ne s'attaquent pas entre eux et ne se commettent pas de violence les uns contre les autres. Donc, vous entendez la version de M. Moussa Mara. Il a fait intervenir les policiers pour protéger les Maliens des Maliens. C'est ça sa version. Mais maintenant, vous avez regardé les vidéos. Dans les vidéos, qu'est-ce qu'on voit? Moussa Mara en train de fuir. Et la majorité des Maliens présents sur la place en train de le huer. Voilà ce que les vidéos montrent. Vous avez ces vidéos disponibles sur ma page Facebook et disponibles sur ma page YouTube. Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Allez regarder la vidéo. Moussa Mara a été assailli dans la salle par une majorité de citoyens maliens qui lui ont demandé de partir du foyer. Il a été chassé du foyer par les Maliens. Et les Maliens n'étaient pas venus agresser des Maliens. Il n'y a pas eu d'agression de Maliens contre les Maliens. La majorité des Maliens présents sur place lui ont demandé de partir. C'est lui qui était en train de s'adresser à un groupuscule. La majorité est venue demander à ce groupuscule et à Moussa Mara en particulier de décamper. Voilà les faits. Regardez les vidéos et vous vous rendrez compte que ce monsieur ne doit pas faire de la politique en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. On ne peut pas confier un pays à un menteur. Nous en souffrons déjà beaucoup en Côte d'Ivoire. Où le patron du groupe M, le groupe des menteurs, est au pouvoir. On ne peut pas laisser ça prospérer, des gens qui mentent. Que M. Moussa Mara veuille être président du Mali, qu'il sollicite les suffrages de ses compatriotes, c'est son droit, je le répète. Je ne le lui conteste pas. Mais qu'il mente aussi effrontément, aussi éhontément. Voilà ce qui est inadmissible. On ne peut pas accepter que cela soit un modèle de l'action politique en Afrique. Alors, les journalistes français qui ont suivi et qui ont regardé les vidéos, les journalistes français ont rédigé un article qui retrace tout ce qui s'est passé. L'article le plus complet a été publié par le journal Le Parisien. Il a été publié par le journal Le Parisien. L'article le plus complet. Et que nous dit cet article? Cet article nous dit que M. Moussa Mara a été chassé par une majorité, une foule de Maliens en colère qui estimaient que c'était une mauvaise idée de sa part de venir oser parler dans les termes qu'il utilise du pays, alors que le pays est en lutte contre le terrorisme, et qu'il fallait qu'il dégage. Mieux, le Parisien nous apprend que M. Moussa Mara a dû s'enfuir en profitant d'une fenêtre. Il est sorti de la salle par une fenêtre. Nous dit le Parisien, c'est grâce à cette fenêtre arrière que l'homme s'est échappé et on le voit galoper comme un lapin vers un véhicule blanc protégé par la police française dans lequel il s'engouffre tel un furet, dans lequel il saute littéralement comme un pangolin avant de s'enfuir.
Moussa Mara n'est jamais parti de Vitry-sur-Seine après s'être assuré que les Maliens avaient été empêchés de faire du tort à des Maliens. Non, il a fui par la fenêtre. La fenêtre. J'ai retrouvé des articles qui retracent cela. C'est par la fenêtre qu'il est sorti. Moussa Mara est sorti par la fenêtre. Alors, je vais sur ma page Facebook. Là, j'en ai publié quelques-uns. Voilà, j'ai publié une capture d'écran de toute cette affaire. Un ancien premier ministre et dissident malien évite le lynchage à Paris. Alors, hop, je vais chercher l'extrait où il est question, justement. Voilà, le Parisien dit, ce n'était pas une bonne idée, répète un résident. En pleine tournée en Île-de-France pour la future élection présidentielle, Moussa Mara, à la tête du gouvernement malien en 2014 et 2015, était venu rencontrer des habitants du foyer de travailleurs de Vitry ce dimanche soir, parmi lesquels de nombreux compatriotes. Face à la virulence de la foule, il n'a pu sortir des lieux que sous la protection des policiers. Ça c'est le chapeau de l'article du Parisien. Voilà. Je prends 20 minutes. Alors 20 minutes est beaucoup plus détaillé. 20 minutes est beaucoup plus détaillé. Voilà. Que ce soit donc le Parisien aux 20 minutes. Donc les tensions ont monté dès l'arrivée de Moussa Mara aux alentours de 19 h, accompagné de plusieurs membres de son entourage. Très vite, il s'est retrouvé confiné dans une salle du foyer, alors que plus de 150 résidents lui faisaient face, refusant de le laisser partir. Il s'attendait à quoi? Il est en partie responsable de la situation de notre pays. Et plusieurs comptes rendus nous disent que monsieur, pour échapper à la situation, a utilisé la fenêtre. Je vais vous lire ça. J'ai fait la capture d'écran de l'affaire de la fenêtre. Hein? L'affaire de la fenêtre est juste incroyable. Comment quelqu'un qui a échappé par la fenêtre, peut se comporter comme si il n'avait pas été sauvé, comme ça? C'est juste incroyable, Moussa Mara. Voilà. Alors, pour sortir, la police a dû exfiltrer l'ancien Premier ministre malien par la fenêtre de la salle, à travers laquelle il a rejoint un véhicule dans lequel il s'est engouffré rapidement et a pu s'échapper des lieux. Donc, alors, soyons sérieux. Moussa Mara nous dit hier, j'ai appelé la police pour protéger les Maliens des Maliens. Les images nous montrent Moussa Mara en train de courir vers sa voiture blanche. Les témoignages des journalistes disent qu'il a échappé de la salle par la fenêtre. Donc en fait, Moussa Mara, même hier, là, il nous a menti encore. Il vient en France pour mentir. Il n'a pas cherché son reste. On le voit courir comme un lapin. Et les Maliens n'étaient pas venus agresser les Maliens. Les Maliens étaient venus lui demander de partir. Et ceux qui lui ont demandé de partir constituaient l'écrasante majorité des gens qui étaient là. Donc vous voyez, quelqu'un qui veut gouverner le Mali et qui ment sur des petites choses comme ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Quelqu'un qui ne peut même pas reconnaître que la diaspora ne peut pas l'encadrer, qu'on ne veut pas le voir. En raison de ses positions, non seulement ambiguës, mais traîtresses, envers le Mali en lutte contre le terrorisme, en lutte pour sa véritable souveraineté. Quelqu'un qui ne peut même pas reconnaître qu'il est rejeté par l'écrasante majorité de son peuple. Quelqu'un qui ne peut pas reconnaître ça, est-ce qu'il est digne de diriger un pays? C'est juste incroyable. Je n'en reviens pas. Quand j'ai regardé les images, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait pu mentir comme ça, Moussa Mara. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hein? En pleine tournée politique, les forces de l'ordre ont même dû se déployer en nombre, alors que plus de 150 personnes refusaient qu'il quitte les lieux. On précise même qu'il y a eu un rempart de police pour le sortir de là. Si c'était un petit groupuscule qui l'empêchait de sortir, mais pourquoi y a-t-il eu besoin de renforcer les forces de police? Comme le rapporte par exemple le journal fdesouche.com.
hein, un ancien premier ministre du Mali, exfiltré par la police d'un foyer de travailleurs. Il est venu faire sa campagne électorale en vue des prochaines élections au Mali. Mais pourquoi la presse française, qui n'a aucun intérêt ici à être favorable au régime d'Assimi Goïta, pourquoi cette presse-là rendrait compte de son exfiltration et non de son intervention pour protéger les Maliens? Pourquoi? Dans quel intérêt? C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, quoi. Alors donc, sur ce point-là, qu'est-ce que je voudrais saluer? Je voudrais saluer le fait que Moussa Mara, manifestement, a des capacités athlétiques exceptionnelles. À son âge, je crois qu'il est plus que cinquantenaire. Hein, je vais voir un peu Moussa Mara. Moussa Mara, il est plus que cinquantenaire, normalement. Hein? Quelqu'un peut me donner son âge exact? Je voudrais vraiment le féliciter au moins pour ça. Il nous rappelle à tous que pour faire la politique, il faut rester en bonne santé, c'est important. Moussa Mara, il n'a pas encore 50 ans. Ah, il est encore frais, il aura 50 ans en mars. En mars 2025. Donc c'est un homme de 49 ans. Ah voilà, je comprends pourquoi il est frais comme ça. Mais mon frère, monsieur le Premier ministre Moussa Mara, vraiment c'est bien. On dit c'est-à-dire que il a franchi la fenêtre d'un bond. Ah non, les Maliens sont terribles. On dit Moussa Mara là, il a franchi la fenêtre d'un bond. Vous savez, le peuple malien, c'est l'un des peuples, quand il est fâché contre un dirigeant, les dirigeants savent qu'il ne faut pas attendre. Quand les Maliens sont fâchés là, contre toi là, il ne faut pas les attendre. Oui. Le président Amadou Toumani Touré, il a dévalé la colline de Koulouba en utilisant les techniques des paracommandos. Quand plus tard on lui a demandé, mais monsieur le président, comment vous avez échappé? Il dit, mais je suis quand même un paracommando. J'ai gardé un certain nombre de techniques. Je suis quand même un officier parachutiste. Amadou Toumani Touré, il est sorti de Koulouba. Il est passé par des rochers. Il a dévalé les rochers pour échapper à la colère des Maliens. Oui! Souvenez-vous de la colère des Maliens contre le président Dioncounda Traoré. Lui, il a commis l'erreur de rester dans le palais. Quand ils sont arrivés sur lui, voilà, c'était pas bon. Coup de marteau. Oui! On joue pas avec eux. Donc Moussa Mara, il connaît quand même, il connaît les Maliens. Quand il a vu que les Maliens arrivaient là, il a dit, voilà, il faut trouver une fenêtre. On ne peut pas sortir par la porte ici. Je connais mon peuple. S'ils m'ont attrapé, c'est pas bon. On dit, il a fait un bond. Wow! Il était dehors. Même les policiers même étaient étonnés. Ah bon? Monsieur le Premier ministre, mais dis donc, vous avez de beaux restes comme ça? Mais l'athlétisme malien aurait pu bénéficier de vos œuvres. Hein, la fenêtre, là, c'était pas une courte fenêtre. Hein? Vlan, il est dehors. Non, je voudrais le saluer. En plus, c'est un cadet. Je suis son aîné, là. Moi, j'ai 52 ans. Est-ce que j'aurais la force de faire une fenêtre comme ça? Il faut qu'on s'entraîne. Hein? La politique, là, c'est... Ah, politique à Maïdé. Politique à Maïdé. On dit Moussa Mara, il a fait... Hein? Il était déjà dehors. On dit... Hé? Comment il a fait? C'est un oiseau ou quoi? Il a bondi une fenêtre. C'est pour ça que dimanche, là, je serai attentif au coup de fil qu'il va passer à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va l'appeler pour le féliciter. J'espère que vous savez pourquoi. Moi, je les connais. Ils seront dans le téléphone rouge ici. On va bien rire de dimanche. Alassane Ouattara va l'appeler pour lui donner des conseils. Parce qu'Alassane, lui, il a sauté une barrière, une clôture. Oui, la politique, ça conduit à des performances. Hein. Sauter clôture. Il avait presque 60 ans. Alassane Ouattara a sauté. On dit, on entend encore le bruit de son corps quand il est tombé dans la cour de l'ambassadeur d'Allemagne là-bas. Bouya! Oui! Quand c'était chaud là. Donc, Moussa Mara, il a égayé la diaspora par ses capacités athlétiques. Tout le monde ici, c'est-à-dire que les gorges s'égosillent de la performance athlétique de l'ancien Premier ministre du Mali. Non, Moussa Mara. Si quelqu'un pouvait imaginer que le monsieur là pouvait sortir par une fenêtre, avec autant d'agilité, de prestance, et puis quand il est sorti de la fenêtre, il a piqué une accélération.
vers sa voiture. Et quand il est arrivé dans sa voiture, là, la porte était déjà ouverte. Il a fait un plongeon pour entrer. J'ai dit plongeon. Regardez comment il est entré. Furtivement, avec la vitesse d'un pangolin. Vous voyez comment les pangolins, les écureuils, là. Le gars, mais c'est pas possible. Non. Quelqu'un qui dit qu'il a pris les dispositions pour protéger les Maliens les uns des autres, on le voit fuir. Ce qui nous rappelle ce qu'il a fait à Kidal en 2014. Le même individu était allé avec un détachement de l'armée malienne en période périlleuse. Quand les choses ont tourné kazakh, c'est avec la même vitesse que les soldats ont vu Moussa Mara se précipiter dans les véhicules, les avions de l'ONU, pour se barrer du coin. C'est un capitaine d'eau douce qui a l'habitude de capituler et d'abandonner ses hommes en rase campagne. C'est pas la première fois qu'il fasse ça. C'est un décampeur professionnel. Voilà pourquoi je propose qu'on l'appelle désormais Moussa Ben Johnson, en souvenir du grand sprinter canadien Ben Johnson. Carl Lewis, en souvenir du grand sprinter américain Carl Lewis. Eh bien, Usain Bolt, et puis on finit Mara. Moussa, Ben Johnson, Carl Lewis, Usain Bolt, Mara. Parce que là, on commence à s'inquiéter. C'est un talent qu'on a perdu comme ça, il aurait pu ramener des médailles à l'Afrique. C'est une performance militaire, hein. Tu sors par la fenêtre et tu accélères. Mais ça, c'est un entraînement de commando. Même à la FCB, la formation commune de base, ceux qui font ça là, c'est du bon. C'est la seule chose de bonne qu'il ait faite à Paris. Il a fait preuve qu'il est encore en bonne santé. Mais c'est parce qu'il connaît le peuple malien. Mais en même temps, nous avons eu l'occasion de découvrir que c'était un menteur. Moussa Mara était un menteur. Je vous disais hier que c'est un menteur. Je n'imaginais pas qu'ils allaient nous donner une preuve flagrante encore. C'est un menteur. J'ai appelé la police pour sauver les Maliens. Alors qu'il a appelé la police pour se sauver, lui. Quel Malien a été menacé là-bas? Quel Malien a été brutalisé là-bas? La majorité des Maliens lui a demandé de dégager. Et il a été dégagé. Et il a compris qu'il ne fallait pas qu'il passe par la grande porte. Parce qu'ils allaient lui donner des cocotards. Ils allaient le talocher. Il a compris qu'il valait mieux passer par la fenêtre parce qu'il connaît son peuple. Quand on t'a vomi dans ce pays-là, on t'a vomi. Quand c'est gâté, c'est gâté. Abana, péou. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que, alors même que j'avais établi que c'est vraiment un type qui ne dit jamais la vérité, je ne savais pas qu'il allait me donner encore une preuve. Moussa Mara, les vidéos sont là. Vous êtes en train de courir. Vous courez pour aller protéger les Maliens? La presse française dit que vous êtes sorti par la fenêtre. C'était pour protéger les Maliens. Donc vous étiez devenu le sapeur-pompier du coin. Mais vous protégez les Maliens en sens opposé du danger qui les menace. Les Maliens sont au foyer de Vitry. C'est au foyer de Vitry que d'autres Maliens seraient venus les menacer. Et vous fuyez le foyer de Vitry pour protéger les Maliens des Maliens. Mara, on peut faire ça? Je fuis le lieu où les Maliens sont en danger pour les protéger. Ah bon? Courage, fuyons. Non, c'est honteux. Alors, je tenais vraiment à revenir là-dessus. Pour dire que bon, toute la presse, je vois même que 20 minutes s'est rendu compte que l'article intéresse tellement du monde. 20 minutes s'est mis maintenant à commercialiser l'article. L'article était gratuit tout à l'heure. Mais comme tout le monde veut lire le compte rendu de la course, eh bien, de l'opposant Moussa Mara, et notamment de son saut par la fenêtre, 20 minutes, le Parisien, ils ont mis maintenant l'article payant. Si tu cliques dessus pour lire, tu dois payer 1 ou 2 euros pour lire ça. Mais moi, tout à l'heure, quand je cliquais, on pouvait lire le paragraphe de fin de l'article où on parle de sa sortie par la fenêtre. Je vais tout à l'heure là commander ça, stocker l'article et puis vous le publier. Oui! Donc, Maliens, chers frères et sœurs, nous avons ici en France une ultime confirmation que ni de près ni de loin, des gens sérieux ne peuvent confier leur vote à un type pareil. Vous l'avez connu comme Premier ministre. Il n'a pas été à la hauteur. Vous le connaissez comme candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas à la hauteur. Parce que c'est un homme qui a signé un pacte contre la vérité. C'est un menteur. Nous n'avons plus besoin, à la tête de nos pays, de politiciens qui mentent.
C'est aussi simple que ça. On n'a plus besoin de gens comme Moussa Mara à la tête d'un pays africain. Non pas parce qu'il n'a pas le droit d'être candidat, d'aspirer à des fonctions politiques, mais parce que c'est un menteur. Il représente une contre-valeur de la civilisation africaine. Nous ne voulons pas être dirigés par des menteurs politiques, comme Moussa Mara. Halte aux menteurs. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.